Je disais que j'étais assez de votre avis, si j'ai bien compris votre pensée, par rapport aux somnifères, à la prise de somnifères. C'est vrai que finalement, on se dit qu'en France, un truc qu'on a oublié, c'est l'essentiel. La bonne journée de travail, ça aide peut-être, dans une certaine mesure, à éviter les somnifères, c'est sûr. C'est pas la culture française. Quand on est fatigué d'une journée de travail, on meurt. Rappel. Ça, c'est pas une règle simple. C'est quand on a fait une bonne journée de travail, on se lève le matin pour quelque chose, on n'est pas en dépression chez le psy. Non, on est normalement. Quand on a un système simple, normal, on a une relation simple avec son conjoint ou sa conjointe. C'est-à-dire qu'on n'a pas de problème particulier. Pourquoi? Parce qu'on se lève le matin pour aller quelque chose. Quel que soit donc le type de salaire que l'on ait, on a un revenu de son travail. Quand on est insuffisant, eh bien on va travailler, on va se former pour pouvoir gagner plus. 99% des patrons sont des patrons esclaves, ne sont pas des patrons voyous. Mais on pense la même chose. Allez, 99% des patrons, et y compris dans des grandes entreprises. C'est quoi le patron? C'est la personne qui est responsable, personnellement. Qui prend des risques. Qui a des problèmes de conscience, savoir est-ce qu'il a bien pris la bonne décision d'investissement au bon moment, est-ce qu'il a fait le bon choix technologique au bon moment, etc. C'est-à-dire que c'est cela le patron. Liberté Ernest. C'est l'histoire quelque peu atypique d'un chef d'entreprise qui a tout réussi. À la tête d'une petite entreprise familiale à l'âge de 18 ans, il connaîtra tous les succès 20 ans plus tard. Seulement voilà, juin 2005, c'est le véritable hic, le couac. La police l'accuse d'être le tueur de fonctionnaires qui sévit en France depuis 4 ans. Ce fameux tueur de fonctionnaires qui se faisait un devoir de tuer un fonctionnaire à chaque fois qu'il postait son tir prévisionnel. Alors vous me direz, étrange parcours. Oui, c'est vrai, étrange. Étrange parcours que celui d'un chef d'entreprise, roi de la finance, prince de l'écologie, mais aussi peut-être seigneur du crime. Il y avait chez lui une tendance au meurtre symbolique prépondérante. Je connaissais un petit peu M. Liberté pour l'avoir croisé 2 ou 3 fois, c'est vrai que ça avait l'air d'être un gars sympa. Il avait su travailler en équipe, travailler avec les syndicats, en faire de vrais partenaires. L'entreprise ne vaut plus rien, les actions ne valent plus rien. Moi-même, je ne vaux plus rien. Liberté, c'est sûr, c'était pas un ange. Et tout d'un coup, il me met des photos, les photos des victimes. Attendons de voir ce que la justice dira sur cette affaire. Et je me suis dit, c'est pas vrai. C'est lui, c'est Liberté, le tueur de fonctionnaires. Je suis surpris par la décision du tribunal de Nanterre. Mais cette décision est provisoire. La justice se prononcera définitivement après appel dans quelques mois. Ce qui est horrible surtout, c'est que ça aurait pu nous arriver à nous. Alors, qu'est-ce qui fait qu'un roi de la finance puisse devenir un seigneur du crime? Qu'est-ce qui fait qu'une vie peut prendre cette tournure-là? Une vie qui commence à Bordeaux, la ville pourpre, comme on l'appelle dans le milieu viticole. Le petit Ernest naît le 12 septembre 1968 à Bordeaux. Fils unique et héritier d'une riche famille d'industriels dans le cosmétique, il grandit dans le quartier résidentiel de Codéran. Élève moyen, il se fait surtout remarquer pour avoir triché au brevet des collèges qu'il n'obtiendra jamais. 3 ans plus tard, il échoue encore au bac, mais obtient toutefois son certificat d'études secondaires. Le fringant diplômé choisit alors la vie active et l'aventure. Il prend la tête de l'une des entreprises familiales, les industries Cosmolib. C'est pas compliqué, je suis un modèle d'autodidacte. Moi, je suis parti de rien. Je suis rentré dans l'entreprise qui est la mienne aujourd'hui, comme stagiaire, à 20 ans. Ah ouais, stagiaire, vous étiez, hein? Eh oui, stagiaire. Stagiaire, au bout d'1 mois et demi, j'ai été nommé cadre. Et puis au bout de 6 mois, après avoir fait mes preuves, j'ai été nommé président par mon père. Tout se négocie aujourd'hui, tout se négocie. Voilà. Et derrière la négociation, il y a la volonté, ce que n'ont pas les gens.
La volonté, c'est de mettre le mot. Moi j'étais stagiaire, je suis devenu chef d'entreprise. Ça s'est fait comment? Grâce à la volonté. Voilà, oui, mais enfin en l'occurrence, là, l'entreprise était à votre père. Hein. L'entreprise était à mon père, ouais. Mais qu'est-ce que vous croyez que j'ai fait avec mon père? Ben, je l'ai négocié le rachat d'entreprise auprès de mon père. Voilà comment j'ai fait. Et c'était pas plus facile qu'avec quelqu'un d'autre, croyez-moi. En famille, c'est même beaucoup plus difficile. Ainsi, il devient l'un des plus jeunes chefs d'entreprise en France. Autodidacte de la finance, il se choisira très tôt 2 modèles. Mai 86, il est ému par l'accident nucléaire de Tchernobyl, mais plus encore par le courage du ministre de l'Industrie de l'époque, Alain Madelin. D'abord, je tiens à vous dire qu'il n'y a aucun problème de sécurité en France. Aucun. Deuxième figure emblématique, Bernard Tapie. Il va appliquer à la lettre les conseils et les recettes qui font la gloire du patron médiatique. Rachat d'entreprise à un franc symbolique, diversification des activités, restructuration rapide et revente des entreprises. Ah ben voilà, Prociner. Prociner. Donc c'est à vous, Prociner. Pour tout ça, c'est à moi, ouais. Bon, j'ai acheté ça 3 fois, rien. Faut que je dégraisse un peu parce qu'il y a beaucoup de salariés. Donc si j'ai bien compris le principe, vous les gardez pas plus de 2 mois, c'est ça les entreprises que vous rachetez? Ouais, c'est ça, 2 mois. Et vous les rachetez à 1 euro symbolique? Des fois, je négocie. Il crée alors dans la foulée la holding Liberté Finance, qui regroupe une 50aine de sociétés diverses. Vêtements, agroalimentaire, services, import-export, armement. Hélas, les résultats ne sont pas encore à la hauteur de ce conquérant. Certains disent qu'il applique trop parfaitement les recettes de Bernard Tapie. Liberté de Finance, ça marche bien au début, et on explique surtout le succès de Liberté de Finance par des méthodes un peu douteuses de rachat d'entreprise, non? Attention, douteuse, il fallait bien une idée. Donc bon, l'idée géniale, c'était de le rachat des entreprises aux francs symboliques. On changeait une lettre du nom de l'ancienne entreprise, on la déclarait en nouvelle. Bon, ça permettait d'éliminer le passif, tout ce qui était impôt, salaire. Et hop, on repartait sur de nouvelles bases. Ernest était vraiment en avance sur son temps. Il avait su travailler en équipe, travailler avec les syndicats, en faire de vrais partenaires. Bon. Donc c'était à propos du paiement des 50 heures supplémentaires qu'on a effectué il y a 6 mois et de la prime de 1000 € que vous nous aviez promise. Ouais, bah allons-y, soyons... Ouais. Bon, ouais, et quel est le problème? On n'a toujours rien vu venir. Ça fait 6 mois. Il me semble que ça fait 6 mois que vous avez vu des choses, si, quand même. Ah oui? Bah, il y a 6 mois, hein, d'accord. Il y a 6 mois, la mauvaise foi des employés. Hein. Il y a 6 mois, je vous ai fait rêver en disant que vous auriez une prime, c'est vrai. Oui. Et ben depuis 6 mois, vous avez eu le rêve. Et voilà. Et ça n'a pas de prix, je crois. Bon, ça se passe d'un commentaire. Elle est nulle en négociation, cette fille. Moi, j'étais pour accorder une partie de ce qu'elle demandait, hein, mais elle s'y prend tellement mal, elle négocie tellement mal. Mais moi, j'ai envie de lui dire non. Voilà. Oui, enfin, vous parlez souvent de négocier, mais c'est pas toujours évident. Là, par exemple, elle est employée, vous êtes son patron, donc c'est pas... Ah ouais, ok, vous êtes communiste ou quoi? Employé, patron, non mais le mur est tombé, l'URSS c'est fini. Hein. Aujourd'hui, il n'y a pas d'employé patron, tout ça c'est fini. Hein. C'est vrai que ça s'est très bien passé pendant 2 ans. Après, en France, hein, tous ceux qui innovent, ceux qui réussissent, on n'aime pas ça. Donc il a fallu payer des impôts. Résultat, avril 91, 43 des 50 sociétés sont en dépôt de bilan. Trop doué peut-être. Le 8 février 1989, ici à Bordeaux, un agent du fisc, Stéphane Castagnet, se présente au domicile familial pour demander quelques éclaircissements sur le compte de l'entreprise. Le jeune patron fait mine de l'accueillir et à la surprise de son interlocuteur, il ouvre la fenêtre et s'enfuit dans le jardin. Donc Stéphane Castelli, vous étiez contrôleur fiscal, vous l'êtes toujours plus ou moins d'activité, hein? Plutôt moins. Est-ce que vous êtes en arrêt maladie depuis une dizaine d'années, c'est ça? Un petit peu plus. En fait, depuis 2 ans, il ne payait pas ses impôts. La société que lui avait léguée son père à l'âge de 18 ans, disons que... Comment dire, il la faisait passer pour une création d'entreprise. Ça fait 15 ans qu'on conseiller fiscal se démerde pour me trouver des trucs pour rien payer du tout, et cette année je devais en payer, hein, c'est pas normal. Hein. Ah bon, c'est vraiment pas normal. Hein. Ouais. Bon, mon boulot c'est pas de payer des impôts, c'est de créer des richesses, je suis chef d'entreprise, de créer des richesses. D'accord. Voilà. C'est ça mon boulot. De créer des richesses, oui. Bah oui, oui. Ce que j'ai fait il y a 2 minutes, figurez-vous. Vous avez créé des richesses il y a 2 minutes? Oui, j'ai créé des richesses. J'ai augmenté mon salaire de 50%, voilà. 50% de richesse, créé quoi. 30 secondes. Et en quoi c'est une création de richesse d'augmenter votre salaire? C'est une création de richesse. Je fais tourner la machine à consommation, ça vous parle? La machine économique, moi je la fais tourner, figurez-vous. Ben c'est là le fameux
le fameux article « J'accuse le fisc », c'est paru le lendemain dans la Gironde Libre. Et dans cet article, il m'incrimine, moi, Castagnier, en tant que harceleur fiscal. J'accuse le fisc. Article tonitruant salué par les plus grands décideurs français. Au premier rang, Serge Dassault. Le bonhomme montre déjà son vrai visage, celui d'un homme qui a de la trempe et qui sait imposer son style. Mais au final, en fait, l'affaire va plutôt être réglée à l'amiable, quoi. Ça va être gagnant-gagnant. Ouais, c'est ça, amiable. Totalement amiable. Hein. Moi, j'ai été convoqué par la direction, j'ai pris un blâme et j'ai été muté à Limoges. Et lui, lui, il a été exonéré d'impôts. Gagnant-gagnant, quoi. Génial coup de poker que cet article. Mais pour certains, il pose quelques problèmes déontologiques. Certains même accusent Liberteil d'avoir fait pression sur le journal en menaçant de retirer ses publicités. Julien Maillard, vous étiez pigiste à la Gironde Libre à l'époque de la parution de J'accuse le fisc. Vous mettiez directement en cause donc le rédacteur en chef François Lecointre. Et en fait, vous faisiez une équation entre le poids publicitaire que représentait Liberteil à l'époque, dans le journal, et cette publication. Oui, évidemment, vu qu'on n'avait pas d'autres réponses à apporter, le lien se fait tout naturellement. Monsieur Liberteil, pesant à cette époque 60% du budget de la publicité au journal. Je pense que nous avons fait notre travail, nous avons publié une tribune libre qui venait d'un chef d'entreprise jeune à l'époque, hein, c'était un très très jeune chef d'entreprise, je crois qu'il avait, Ernest Liberté, dans mon souvenir, 23 ans, 22 ans, vous vous rendez compte des responsabilités à 22 ans? Non, il était plus un peu plus. Vous avez quel âge, vous? 29. Bon, il avait 23 ans alors, 23 ans. Bon, vous recevez la publicité d'un homme de 23 ans, vous dites, bah, il faut la passer, vous ne pouvez pas la refuser. D'accord, mais vous avez dit publicité, vous parliez de l'article. Liberteil, disons, nous a remis un article, j'accuse le fisc, il était par ailleurs annonceur du journal. Je sais pas, bon, écoutez, je reçois tous les jours des publicités. Hein. Je vous en montrer une qui n'est pas parue dans mon journal, qui est parue dans le journal du train. Là. Vous avez donc la Fondation Hulot qui nous explique qu'il faut faire la chasse aux fuites d'eau. Vous voyez, si on n'avait pas cette publicité dans ce journal, vous ne sauriez pas qu'il faut faire la chasse aux fuites d'eau. Et que l'on peut économiser 120 litres d'eau par jour, je dis bien par jour, si l'on fait la chasse aux fuites d'eau, que l'on peut supprimer la veille des appareils électriques, que l'on peut éviter les empalogènes, qu'il faut préférer les douches au bain. Enfin, c'est très important, ça, d'ailleurs ça je vous le signale. Il faut préférer les douches au bain et on économise entre 150 et 200 litres d'eau. Vous voyez, ça, c'est grâce à une publicité que l'on apprend cela. Vous seriez prêt à dire que si Liberteil n'était pas financeur de votre journal au travers de la publicité, vous auriez tout de même publié cet article. Cet article, je pense que même si, je vais vous faire une confidence, bon ça je le dis devant la caméra, même si Monsieur Liberteil n'avait pas été l'un des financeurs du journal à ce moment-là, nous aurions publié son article. J'accuse le fisc. Hein? Avec un titre pareil, vous ne pouvez pas laisser passer un article. J'accuse le fisc. Ça c'est du titre. Ça, j'ai jamais dit à personne. Quoi qu'on en dise, le bonhomme en a sous le pied. C'est par cette action médiatique fracassante qu'Ernest Liberteil rentre dans la légende des grands patrons. Alors, celui que la presse avait baptisé le Robin des Bois de la finance, aborde les années 90 avec le sourire du champion. Pourtant, tout n'a pas été rose. La faillite de Liberteil Finance, par exemple. Et pourtant, oui. Elle endurcit notre homme. Il profitera d'ailleurs de mai 93 que la France soit moins frileuse pour créer sa société de publicité. Liberteil Publicity, en anglais. Apparemment, c'est un beau virage dans sa vie d'homme. En 93,
93, il m'a rappelé, il m'a proposé une nouvelle aventure, la publicité. Donc c'est reparti, il a trouvé les mots et les chiffres aussi pour me convaincre. Et ça a redémarré. Vous me voyez avec le vélo là? Je suis bien. Qu'est-ce que vous faites habillé comme ça? Je suis en train de vous le dire ce que je fais bien comme ça. C'est ça aujourd'hui l'entreprise. C'est la liberté, la performance, la décontraction. Là j'ai tout là. Ça c'est de la communication, vous voyez? De la com. Comme ça là. D'accord, c'est le côté performant, dynamique, l'entreprise. Mais c'est ça, l'entreprise aujourd'hui, c'est ça. L'entreprise famille, l'entreprise passion, l'entreprise sport quoi. C'est ça l'entreprise aujourd'hui. Ça va démarrer, donc vous n'êtes pas un spécialiste de la publicité, mais ça marche quand même pendant... Ah oui, ça a bien marché, oui. Ça a bien marché. Bon, après il y a eu ce procès là en 95. Donc le procès du cimetière, hein, la oui, publicité oui. dans le cimetière. Oui, bon, la publicité quoi. C'était en 95, à la Toussaint. J'étais au cimetière pour aller fleurir la tombe d'une amie, et là, à 2 mètres de moi, il y avait ce type. Il était en train de poser des panneaux publicitaires sur les tombes. Ils sont étalés en horizontal ces gens-là. Faut les mettre en vertical pour gagner de la place. Ça faut être un peu rationnel quand même, non? Regardez ça. Comment ça, vous voulez gagner de la place, pourquoi faire? Mais pourquoi faire? On pourrait foutre un McDo, on pourrait foutre des pizzerias, des places de parking. Moi je me suis fait chier à me garer à 10 minutes. C'est quand même extraordinaire, ils sont là, ils sont disposés n'importe comment. Oui, bon, enfin, c'est le respect des morts. Hein. Ouais, non mais le respect des morts, le royaume de la paresse, des gens qui bossent pas, qui font rien de la journée. On les respecte, mais pas moi quoi. À la suite de ça, avec des gens du quartier, on a constitué une association pour l'attaquer en justice. Hein. Mais d'un point de vue de morale, je sais pas, non, ça me gêne pas, non, je l'ai rendu rentable, moralement c'est bien, non, c'est rentable. Ah oui, enfin, le respect des morts, tout ça, ça vous dit rien? Le respect des morts, non mais... Moi je vois un truc, c'est que j'avais envie de le faire, donc je l'ai fait, c'est tout. Voilà ce que je... D'accord, mais vous savez que c'est pas légal non plus, hein? Mais c'est pas légal, c'est pas légal, les gens s'habitueront, les sponsors il y en a partout autour de vous, vous savez qu'il y en est là, qu'il y en est ailleurs, c'est pareil. Hein. Résultat, il a fallu payer 100 et quelques mille euros aux familles. Vous avez quand même mis de la publicité sur leur tombe. C'est quand même... Oui, mais la publicité, s'attaquer à la publicité, c'est s'attaquer à la démocratie. Là, résultat, avec cette justice de gauche, eh ben, on a fait quitter tous les deux la France. Benjamin Duhamel, journaliste indépendant, a bien connu le bonhomme à Bordeaux. Aujourd'hui encore, les 2 hommes gardent des contacts étroits. Alors Benjamin Duhamel, vous connaissez bien le bonhomme, et pour cause, vous l'avez filmé. Tout à fait, Mike. En fait, je l'ai rencontré en septembre 93. J'ai commencé à le filmer à cette époque-là, dans le cadre de documentaires qui étaient faits sur les grands chefs d'entreprise français. Si je comprends bien, vous étiez là avant le procès du cimetière, tout à fait, mais aussi à l'issue de ce procès. Mmh. Alors, à l'issue de ce procès, qui avez-vous en face de vous? Un homme blessé, meurtri, traqué par la justice, affaibli, ou quelqu'un qui va devenir serial killer? C'est assez difficile de répondre, Mike. En fait, il avait déjà pris un sérieux coup de bambou en 91 avec Liberté Finance qui est mise en faillite. Et puis c'est vrai que ce procès qui arrive et à la suite de laquelle il devra payer 100 000 euros, ça donne un 2e coup de bambou au bonhomme. Ouais. C'est vrai que ça fait lourd. Surtout pour les salariés qui vont être sur la paille et licenciés. Bon, lui, financièrement, ça fait pas tellement lourd parce qu'il jouit en fait d'une fortune personnelle indépendante de ses entreprises. Hein. Donc c'est un ensemble de portefeuilles d'actions, d'investissements immobiliers qu'il a hérité de ses parents. Donc Monsieur Liberté, ça c'est des appartements que vous louez à vos salariés, notamment à vos ouvriers? Que je vais louer à mes ouvriers, Bah ça y est, j'ai fait faire tous mes travaux, le petit bleu c'est moi qui l'ai choisi, j'ai fait repeindre les frais, électricité, fenêtres, voilà, ils ont fait super en à mon avis, pour que ce soit quand même bien habitable, ou au moins aux normes, il y a des choses à refaire, là, notamment regarde l'électricité, ça... Mais aux normes de quoi? Enfin, l'électricité, je vous dis qu'il leur fait faire, regardez, c'est ce que vous voyez là. Bon, il y a peut-être d'autres trucs à faire refaire, mais enfin, globalement, c'est joli, c'est bien. Ah, vous croyez que c'est des chefs d'entreprise qui vont être là, c'est des ouvriers. Mais ces mecs-là, ils ont ça dans les mains, quoi. Ils bricolent, ça les occupe. Moi, je vois 2 avantages. Un, ils le font, c'est gratuit pour moi. Deuxièmement, le temps qu'il passe à bricoler, il ne passe pas à se syndiquer, vous voyez, c'est ça. Ce qu'on peut sentir de Liberté très tôt, c'est qu'il a une espèce de sentiment de persécution et qui, au fur et à mesure de ses échecs dans le monde de l'économie et de ses condamnations, va grandir jusqu'à une espèce de sentiment d'agression permanente. Mystérieux ça, non? Donc on est dans la salle d'entente d'un psychologue, c'est ça? Non. Je vais te reprendre. On n'est pas dans la salle d'attente d'un psychologue. Alors déjà, l'attente, ça va être pour les gens qui sont arrivés avant moi, ceux qui ont le temps d'attendre. Moi, je vais pas attendre parce que je vais pas bien, quoi. Deuxièmement, psychologue, c'est pas un psychologue, t'as mal compris. C'est un coach mental qui s'occupe de la motivation des chefs d'entreprise. Un coach mental, hein, d'accord. Et ça consiste en quoi exactement? Ça vient des stats et c'est 100 € la séance, quoi. Voilà en quoi ça consiste. Donc, Alain Perrache, vous êtes médecin, diplômé de médecine, avec
une thèse en médecine, non? Et donc vous êtes plutôt, enfin votre option c'est coach mental, c'est ça? Tout à fait, oui, oui. Il était venu me consulter en tant que coach mental. Il avait besoin de motivation, il avait besoin d'allant. Donc je lui ai pratiqué une thérapie classique de punching et de motivating. Dès 1999, je lui ai proposé de pratiquer une psychanalyse d'entreprise. C'est quoi exactement la psychanalyse d'entreprise? Eh bien, dans la psychanalyse ordinaire, on entretient une relation, le client paye son médecin. D'accord. Eh bien, dans la psychanalyse d'entreprise, le patient s'implique encore plus en payant plus cher son médecin. D'accord. Et les choses sont beaucoup plus poussées, bien sûr. Hein. Tu vois, cette qualité comme ça, c'est une méthode qui est là, 100 €. D'accord, et c'est pour la motivation, donc des fois vous êtes pas tellement motivé ou des petits coups de déprime, c'est là que vous venez? Ah, des coups de déprime, ouais, comme une ménagère dont les gamins sont partis, ouais, comme une gonzesse qui va pas bien, ouais, des coups de déprime. Non, c'est pas des coups de déprime, c'est qu'on est en France ici. Les 35 heures, t'as dit quoi? Les 35 heures, les congés payés, mais c'est mon argent, c'est moi qui paye tout ça. Donc ouais, effectivement, il y a des fois je vais pas bien, comme tous les chefs d'entreprise. Voilà ce qui se passe. Le conseil d'administration a destitué Ernest. L'entreprise était un peu déficitaire, donc forcément... Enfin, ça se voyait qu'il allait à sa perte, puis même vous-même, vous avez voté contre Liberté. Oui, enfin, j'ai voté contre Liberté. Non, déjà, j'ai pas voté contre Liberté. Si, puisque les votes étaient ouverts. Hein. Pas du tout, vous n'avez pas compris. J'ai suivi la majorité, j'ai pas voté contre Liberté. Ce qu'on remet surtout en cause, c'est un problème de gestion. Et surtout, une comptabilité un peu spéciale, assez obscure, que vous aviez proposée. Oui, je l'attendais, la comptabilité. Non, mais il n'y a pas du tout de problème de comptabilité. En fin de compte, c'est tout simple. Même vous allez comprendre. En fin de compte, c'est simplement une histoire d'écriture comptable. On avait utilisé l'écriture comptable américaine par rapport au système français, qui est très opaque, très lourd. Le système américain est très simplifié, quoi, c'est tout. Alors 2000, et patatras, c'est la dégringolade. Liberté perd ses fonctions de président et son entreprise est mise en liquidation judiciaire. À peine a-t-il eu le temps de vendre ses actions personnelles que le tribunal de commerce le condamne à ne plus pouvoir ni créer ni gérer une entreprise. Alors vous me direz, étrange. Oui, étrange, c'est vrai. Et là je vous donne raison. Que ce soit la justice qui, par cette condamnation excessive, place Liberté sur les rails du crime. Pourtant, c'est ainsi. Pendant 1 an, il disparaît de la circulation. Mais où est donc passé notre homme? Certains vont jusqu'à prétendre qu'il est mort. Mort, pas tout à fait. Quoi qu'on le dise abattu et interdit de diriger une entreprise, il réapparaît en Dordogne en 2001. Il a monté la FEL, Fondation Ernest Liberteil. Le patron est de retour là où on ne l'attendait pas, en défenseur de la nature. Moi, la nature, j'adore ça. Quand j'étais tout petit, j'adorais me promener parmi les trucs, là, les arbres, je sais pas quoi, le lierre, tout ça, enfin bon. Les pintades, les cochons, les vaches. Moi, la nature, c'est vraiment bon. Je vous laisse plonger un peu. Pour cette nouvelle aventure, il lui fallait un homme de confiance, Daniel Thévenot. J'avais déjà en tête l'idée de monter des camps pour adolescents, plutôt tournés vers la nature, l'idée du développement durable, l'écologie, donc des choses saines. Et il se trouve que Ernest Liberteil, à cette époque-là, avait également l'idée de monter, par lui carrément, des villages écologistes dans lesquels on sensibiliserait la population, tous les gens qui l'accepteraient, à l'écologie. Le village des cœurs verts. Il s'agit en fait d'un petit hameau bien tranquille où l'on mange bio, où l'on prend du repos écologique, où l'on travaille la terre comme autrefois, bref, où l'on vit autrement. Écosystème, on respecte, on protège, la planète on l'aime, c'est notre combat. Une semaine par an, on est bio, on mange bio. On est dans la philosophie bio. Voilà. Pas un truc de bobo, hein. Attention. Hein.
On a eu José Bové. Hein? Non, José Bové, il y a eu une rumeur qui disait qu'il allait venir, mais on l'a jamais vu. José Bové, il est jamais venu. Hein. Non, mais c'est pas la question. C'est le truc. Il y avait quelqu'un qui le connaissait très bien. C'est pareil. Oui, c'était pas José Bové. Non, mais arrête tes paillettes, là, tout ça, machin. C'est pas la question. On a des vrais échanges. C'est ça qui est important. Hein. C'est artisanal. On est dans un cadre. Tout est artisanal, pas de supermarché. Sans être forcément plus cher, ce qu'on a tendance à croire. Alors, à pas tort. plus cher, 6 € la baguette, plus cher qu'à Naturalis. Ensuite, 1000 € par semaine, le camping. Hein? J'ai toujours fait ce qui marchait, moi. Toujours. Je suis un winner, moi, je suis un décideur. J'ai fait de la com, j'ai fait des startups, aujourd'hui je fais de l'écologie. L'écologie, ça marche très bien. Vous mettez n'importe quel produit, développement durable, biocarburant, bio-machin, hop, ça marche, ça décolle, quoi. Il y a plein de créneaux à investir en écologie. Nicolas Hulot qui me l'a dit. Voilà. Le village des cœurs verts. Des cœurs verts peut-être, mais au cœur du crime certainement. On trouve ici une véritable éducation à l'environnement, mais peut-être aussi au meurtre. Le 3 août 2005, Daniel Thévenot se réveille aux aurores avec un mauvais pressentiment. Sa femme n'est plus dans son lit. Il s'inquiète, la cherche et ne la trouve nulle part dans la maison. Alors il sort de chez lui en caleçon, et là, il fait une macabre découverte. Le corps de sa femme, Marie-France, flotte dans la piscine. Je l'ai ramené au bord, j'ai essayé de la ranimer, de bouche à bouche, enfin, paniqué, c'est vrai. Je ne sais plus très bien qui a appelé la police. En tout cas, je sais qu'ils sont arrivés peut-être assez vite. J'ai pas tellement de souvenirs du temps, vous savez, on perd un peu toute notion. Dire aussi que, vous savez, quand on a perdu sa femme, on a tout perdu. L'autopsie du corps révèle qu'il ne s'agit pas d'un accident, mais bel et bien d'un meurtre. Madame Thévenot, éducatrice spécialisée, a d'abord été étouffée par du papier avant d'être jetée dans la piscine. Dans le village, la nouvelle se répand comme une onde de choc. Ça va? Ça va et toi? Ouais. Bon, on va prendre l'apéro, tu nous rejoins? J'arrive dans 5 minutes, pas de problème. Je l'ai découvert dans la presse, j'étais pas là quand le meurtre a été... quand le cadavre a été découvert. C'est vrai que quelque part ça a permis de... ça nous a ressoudés. Ça nous a permis de recréer quelques liens aussi. Ce qui est horrible surtout, c'est que ça aurait pu nous arriver à nous. Personne n'imagine alors que ce crime est le premier d'une longue liste. Une liste écrite par celui que la presse appellera bientôt le tueur de fonctionnaires. Alors, Benjamin, quelle était-elle cette affaire? En fait, chaque année, il y a un meurtre qui est commis entre 2001 et 2005, à peu près à la même date et dans la même façon d'opérer. D'accord, vous êtes en train de me dire, et je crois à juste titre, que c'est à peu près toujours le même modus operandi, c'est-à-dire la même manière d'opérer. Bingo, Mike, c'est exactement ça. Chaque année, à la même date, dans la nuit du 15 au 16 septembre, ce fameux tueur de fonctionnaires s'empare d'une de ses victimes, l'étouffe avec du papier et envoie une lettre aux autorités locales en précisant que si l'État, dans l'année qui vient, ne supprime pas 500 000 postes de fonctionnaires, eh bien l'année prochaine, il continuera à tuer. La seule relation, c'est qu'ils sont tous fonctionnaires. Après, ce sont indifféremment des hommes, des femmes, âgés, jeunes. Et chacun de ces nouvelles lettres, il augmente ses revendications et en rajoute. Donc il demande effectivement la suppression du fonctionnaire, il demande le retour du SMIC jeune, l'apprentissage à 12 ans, et tout un ensemble de mesures pour mettre fin à ce qu'il appelle le monde soviétique. D'accord. Alors, peut-être que là, si vous voulez mon avis, notre bonhomme pousse le bouchon un peu loin. Benji, à ce moment de l'enquête, on est d'accord qu'on a 6 putains de cadavres et aucun putain de suspect. Alors comment en arrive-t-on à la piste Liberté? On va s'apercevoir que toutes les victimes du tueur de fonctionnaires ont été non seulement fonctionnaires, mais ont été toutes membres du village des Cœurs Verts. Donc ça, c'est la première piste. Surtout, le deuxième élément, ça va être un témoignage accablant d'une ancienne employée de Liberté
qui va voir la police en disant qu'elle a été elle-même victime, alors qu'elle était employée de Liberté, d'une attaque assez proche du modus operandi des meurtres du tueur de fonctionnaires. J'ai été recrutée en tant qu'assistante relationnelle, un beau qualificatif pour un travail de secrétaire. Et encore, il fallait que je m'estime heureuse selon Liberté, donc j'avais un travail. Et en plus, j'étais payée, donc que demande le peuple, hein, vraiment, je devais être contente. Hein. Alors comme ça, madame n'est pas la plus heureuse dans l'entreprise, quoi, si je comprends bien. C'était un soir, Liberté il travaillait, une des rares fois où il travaillait, hein, donc il était à son bureau, assis. Donc là j'en profite, hein, j'avais besoin de lui parler des modalités d'application des 35 heures, donc je vais le voir. Hein. Et là je commence à peine à évoquer le sujet, il se lève, il était comme un fou, mais il hurlait. Il est passé de derrière son bureau, là, il m'a attrapé, il m'a serré à la gorge, je vous assure. Il y avait des papiers à côté, il a saisi les papiers, il me les a enfournés dans la bouche, c'était horrible, je pouvais même plus crier. Moi j'ai pris du papier comme ça, hop, dans la gueule. Moi aussi j'ai étouffé, voilà ce que j'ai fait. Et là j'ai fait le lien. Le village des Cœurs Verts, la Fondation Liberté, et je me suis dit, c'est pas vrai, c'est lui, c'est Liberté, le tueur de fonctionnaires. Après ce témoignage accablant, la police file à toute berzingue dans les rues de Bordeaux, direction Codéran, le domicile du patron tueur. Au 17 de la rue Jacques Chaban-Delmas, ils trouvent des domestiques hagards et sans contrat de travail. Les policiers mettent aussitôt la main sur de macabres documents, la liste des adhérents assassinés et des lettres signées « Le tueur de fonctionnaires ». Deux heures plus tard, Liberté est dans le panier à salade, les pinces au poignet. Pour lui, le jeu est terminé. Si la police vous avait pas arrêté, vous auriez continué à tuer, c'est ça? Ah ben, je peux vous dire que c'est ça, oui, ça j'aurais continué à tuer, puis à un rythme beaucoup plus soutenu d'ailleurs. J'ai commencé trop bas, c'est mon seul tort. D'ailleurs, je peux vous le dire aujourd'hui, au début j'avais pensé à vous. Alors. Attendez, un mois pour me tuer? Mais pour vous tuer! Et bien sûr pour vous tuer, enfin, pas pour monter l'entreprise avec vous, bien sûr pour vous tuer. Et vous m'avez épargné? Ben, je vous ai épargné, vous êtes contractuel, vous avez aucun droit social, vous avez droit à rien, vous êtes payé et traité mal, le plus mal possible. Ça c'est bien, ouais. Voilà. Donc je vous ai épargné pour ça. Bon, ben je vous remercie. Hein. Alors, Liberté fou ou saint d'esprit? Héros de la République ou malade mental? En ce qui me concerne, je pense plutôt que l'affaire Liberté est l'affaire d'un patron sympa, d'un patron brillant, d'un patron honnête surtout, un patron qui reconnaît avoir tué des fonctionnaires. Oui, dit-il, oui, je les ai tués. Oui, je les ai étouffés avec du papier comme eux nous étouffent avec leurs avantages fiscaux, leurs appartements de fonction, leur RTT, leur pont du mois de janvier au mois de décembre. Oui, dit-il, je n'ai fait ça que pour équilibrer les comptes. Et allumez la télé, écoutez la radio, sur les ondes à longueur d'onde, toute la journée, tout le monde le dit qu'il y a trop de fonctionnaires en France. Enfin, des communistes le disent, hein, Claude Allègre, Dominique Strauss-Kahn, des communistes le disent, des journalistes le disent, tout le monde le dit. Il y a trop de fonctionnaires en France, voilà. La France crève de ces milliards de fonctionnaires et on me reproche à moi d'en avoir éliminé une poignée. Aujourd'hui, Ernest Liberté est sous les verrous. Il attend son procès qu'il considère encore comme une chance de convaincre. Il refuse d'être traité en coupable et semble même attendre qu'on le félicite. Faisant ainsi débat dans la société, le cas Liberté a rapidement fait naître un comité de soutien. Je suis surpris par la décision du tribunal de Nanterre. Mais cette décision est provisoire. La justice se prononcera définitivement après appel dans quelques mois. À la tête de ce comité, l'intellectuel Bernard-Henri Lévy exige déjà la relaxe du chef d'entreprise. Après avoir pris la défense de son ami Arnaud Lagardère, BHL n'a donc pas hésité à s'engager, à prendre fait et cause pour un homme persécuté par la justice. Oui, c'est un hommage à un homme, merci de me le dire, parce que c'était aussi l'intention première de ce livre. Aujourd'hui, on vit dans un monde qui est géré par l'économie. L'économie gouverne tout. L'économie est le CAC 40, voilà.
Moi, si j'avais attendu que les lapins et les loups de La Fontaine m'aident à gérer mes entreprises, elles auraient pas tenu longtemps. Alors, durant le procès, Ernest Liberteil dira tout. Il dira tout de sa manière d'opérer, du choix de ses victimes, en passant par l'explication du 15 septembre. Date pendant laquelle il s'était fait un devoir de tuer un fonctionnaire tout en postant son tiers prévisionnel. Alors, le raisonnement tient la route. Oui, c'est vrai. Mais de quelle route s'agit-il? Celle du crime. Celle qui mène en prison. Alors, Ernest Liberteil, dingo ou réaliste? Responsable ou coupable? Nous ne le saurons malheureusement jamais. Messieurs, dames. En France, à part les chefs d'entreprise, tout le monde est socialiste. On raquette mon entreprise, on me raquette à moi. Ça grouille de fonctionnaires, il y en a partout. Il y a peut-être derrière vous, il y a peut-être sous les tapis, il y en a partout. 15 septembre 2002, changement de décor. Nous sommes à Nantes. On devait créer une entreprise aux États-Unis, c'est tout simple. Donc ça s'est joué un peu, en fait, ça. C'est une histoire de calendrier, tout simplement. Mais bon, la France, on met du temps à comprendre. Malheureusement, force est de constater que ce genre de personnage suscite de l'intérêt et permet de réaliser l'audience. Il n'a jamais été attaqué en justice, ce jour-là. Il s'appelle la Gironde libre et personne n'a jamais mis en cause le fait qu'il s'appelle la Gironde libre. Donc c'est pas vous aujourd'hui, attendez, c'est pas vous aujourd'hui qui allez me dire que la Gironde n'est pas libre. Il m'a dit qu'il était chef d'entreprise, qu'il avait des charges, des impôts à payer, que je comprenais rien, que j'étais une socialiste, une bolchevique. Une personnalité immature a toujours du mal à s'impliquer. Et j'en veux pour preuve qu'il me doit toujours 2 séminaires à 3 000 €. Je suis petit-fils de paysan, les gens qui ne respectent pas la nature, je les sens. La planète, on l'aime. Heureusement, il nous reste des gens comme Nicolas Hulot, Daniel Cohn-Bendit, Laurent Fabius, Jean-Louis Borloo, et finalement tous les gens qui, comme moi, achètent du café renouvelable. Enfin, en tout cas, vous avez un chouette bureau, quoi. Déjà, c'est pas bien, le nez, il est là. Il y a quoi Ah, c'est ça, là. Réussir sa vie, c'est traverser un océan, sans savoir pourquoi ni pour qui, à l'aventure tout simplement. C'est d'être un président, ou bien n'importe qui, et de prendre le temps d'aider un ami. C'est de gagner en bourse, comme on jouait aux billes, et de finir sa course le soir en famille. Réussir sa vie, c'est d'abord choisir, c'est d'avoir envie de tout devenir. Réussir sa vie, c'est prendre la main d'un enfant, le cœur d'une femme qui te sourit, à l'aventure infiniment. C'est d'être au carnaval, un des rois de la fête, de croire en son étoile, même les jours de défaite. C'est d'aimer le plaisir, le travail et l'orgueil. C'est de toujours se dire qu'on n'est jamais tout seul. Réussir sa vie, c'est vivre au présent, mais d'avoir envie de vivre sans temps. Réussir ta vie, sois poète ou sois paysan, moitié méchant, moitié gentil, à l'aventure